Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast Lifestyle, le podcast qui parle de l'actualité dans l'univers Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai 2019 et c'est l'épisode 152 de Lifestyle. Avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Cassim qui est là. Bonsoir Cassim, content de te retrouver après quelques absences. Bonsoir, salut. Tu vas bien ? Ça va, tout va bien. Bon, super. Et à côté de toi, il y a l'éternel Florian. Salut Florian. Salut. Magnifique téléphone. Oui, j'ai le téléphone à la pointe de la technologie ici. On va en parler après. C'est ça. On en parlera un petit peu plus tard. Ok, parfait. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en audio tout simplement en suivant le flux RSS sur podcast.lifestyle.fr. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur la chaîne YouTube sur youtube.lifestyle.fr. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site lifestyle.fr. Allez, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec les premières news et rumeurs. Pour commencer, une news, Florian, je ne sais pas si tu as vu sur ton 950 XL, il y a une build officielle de Microsoft qui est sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai fait la mise à jour tout de suite. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Il y a des mises à jour de sécurité comme d'habitude, comme on a tous les mois depuis que Windows 10 mobile n'est plus activement développé. Et ce qui était étonnant, par contre, c'est qu'ils appelaient ça la mise à jour de 19.05B. Alors, je ne sais pas pourquoi B, parce qu'il n'y a pas eu de A avant, mais il doit y avoir une raison en interne. C'est le dernier grand mystère de Windows Phone, je ne sais pas. Ouais. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est juste que Microsoft continue de faire le support des Lumia 950, au moins le support de sécurité jusqu'au bout, donc jusqu'en décembre 2019, si je ne me trompe pas. Et donc, tu penses qu'on va avoir des builds encore tous les mois pour avoir ces mises à jour de sécurité? Pardon? J'ai pas compris. Tu penses qu'on va avoir encore des builds tous les mois pour ces mises à jour de sécurité? On en a déjà tous les mois depuis toujours. Hein. Ça s'est jamais arrêté. Et c'est quand même une très bonne chose, je dois dire, au niveau sécurité, même si on n'a plus de nouvelles fonctionnalités, parce que beaucoup de smartphones de la concurrence, même Android, ne sont pas supportés aussi longtemps que ça. Oui. 950 est sorti en 2015. Hein. On est en 2019, il y a encore des mises à jour de sécurité. Bon, l'OS est en train de mourir, il est mort. Mais c'est quand même niveau sécurité, je veux dire, le téléphone est encore utilisable. C'est quand même pas mal. Alors, pour renforcer un petit peu ce que tu disais, c'est juste pour signaler qu'il y a pas mal d'applications qui sont en train d'être retirées du store, donc vous ne pouvez plus utiliser ou qui ne sont même plus installables. Donc ça, c'était le cas d'Instagram il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je crois, et ça devait être le 30 ou 31 avril. Et c'est le cas des applications MSN aussi qui sont, quand on ne peut plus télécharger et installer sur les... météo, une partie. Encore. Oui. Voilà. Bon, Cassim, toi, tu t'en fiches tes derniers Lumia. Non, ils prennent un peu la poussière. Et on a un Lumia exposé, si tu as vu sur Twitter, on a un Lumia 800 au boulot qui est sur une petite bibliothèque qui décore un peu la rédaction. D'accord, ok, un joli téléphone. Oui. Bon, allez, un monument aux morts, son truc. C'est ça. Allez, passons et enchaînons avec la section Windows. Alors, pour parler d'une nouvelle, alors qui n'est pas tout à fait liée à Microsoft, mais qui est liée à des amateurs, des grands connaisseurs de Windows, et qui nous font tourner Windows ARM sur le 950 XL. Alors, Florian, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut juste envoyer des SMS maintenant, ou ça a évolué depuis hier? Eh bien, déjà, tes informations n'étaient pas à jour hier, puisqu'on ne pouvait pas envoyer de SMS. On ne peut toujours pas envoyer de SMS, malheureusement. On peut en recevoir, mais on ne peut pas en envoyer. Ah, pardon. Donc, on va peut-être resituer un peu le sujet avant, parce qu'on n'a peut-être pas été super clair. C'est le petit projet Lumia Windows ARM. C'est un projet dont le but est de porter les drivers de Windows 10 Mobile sur Windows complet ARM, afin de faire tourner le 950 XL et quelques autres rares téléphones qui étaient originaires sur Windows Mobile, sous le Windows 10 complet. Donc ça nous amène le Windows complet comme on a sur PC. Le seul souci, c'est que sur ce Windows, évidemment, il n'y a pas de couche téléphonie, donc on ne pouvait pas normalement téléphoner ou envoyer des SMS, puisque ce n'était pas supporté. C'était seulement dans Windows Phone, et ça a été retiré de l'OS quand Windows Phone
a disparu. Il est mort. Eh bien, cette petite bande de geeks a rajouté dans le système l'application téléphonie, l'application message. Ils se sont rendus compte que sous le manteau, en interne dans Windows, tout ce qui est téléphonie, c'est encore là, c'est encore prêt à être supporté. Il y a juste plus d'applications qui sont prêtes à être utilisées. Et donc, en réajoutant à la main les applications qui étaient dans Windows Phone, ils ont réussi à refaire fonctionner la téléphonie et les SMS. Alors, pour l'instant, la seule limitation, c'est qu'on ne peut pas envoyer de SMS, on peut juste en recevoir, mais c'est une limitation de l'application message pour PC qui avait été pensée à l'époque pour consulter et pas envoyer des SMS. Donc, j'imagine qu'ils vont la bidouiller un de ces jours et que ça finira par être fonctionnel également. D'accord. Alors, c'est quand même c'est des informations qui évoluent très vite parce que il y a 2 jours, on pouvait envoyer que des SMS, on ne pouvait pas appeler. Là, aujourd'hui, on a appris que la fonction téléphone était maintenant activée. C'est quand même vachement actif comme communauté. Oui. Bah, en fait, le développeur principal, Gustave, j'ai oublié son nom, Gus sur Twitter, Gus 3000, quelque chose comme ça sur Twitter. Eh bien, en fait, apparemment, il est malade, donc il n'est pas à son boulot depuis 2 jours, donc il code comme un dingue pour Windows 10 CRM, donc c'est pour ça que ça avance à fond. D'accord. Il faut qu'il soit malade plus souvent, hein, c'est comme ça. D'accord. Ok. Et donc là, j'ai mon 950 qui est sur Windows 10 CRM. Alors, ça ressemble à Windows One, hein, je suis sur Windows 10 CRM, donc on voit bien, le driver graphique est un petit peu buggé, donc c'est pour ça que vous voyez des petits trucs qui n'arrêtent pas de scintiller sur l'écran. Ouais, de scintiller, ouais, ça fait des petits carrés. Ouais, bon, c'est pas très grave. Hein. Pour un travail d'amateur, c'est pas trop mal. D'amateur, il est sûrement quand même professionnel et informatique. Donc là, j'ai booté sur Windows. Malheureusement, on voit pas grand-chose avec la. Est-ce que ça va changer quelque chose? Normalement, oui. Ah, mais c'est beaucoup mieux déjà. Je peux peut-être éteindre la lumière aussi, je sais pas. Oh, mais si tu peux laisser ça. Voilà. Okay, donc... on voit bien que c'est un écran de démarrage comme sur Windows Phone, sauf qu'on est sur Windows 10 mobile. Ils ont rajouté l'application message et l'application téléphonie, bon, on ne voit pas évidemment, qui fonctionnent. Et là, si tu veux essayer d'appeler le numéro que je t'ai filé tout à l'heure, parce que j'ai mis une SIM dedans, en théorie, ça devrait sonner. Alors, hop, je fais ça et je fais... Hop. Bouygues Télécom connecté, c'est écrit dans mes paramètres réseau. Donc, attention. Attention, ça va foirer. Bon, bah, ça ne marche pas. Je crois que c'est un échec. T'es sûr que tu n'as pas coupé ta sonnerie? Si, je l'ai coupé, mais normalement, ça devrait quand même apparaître. L'interface devrait quand même apparaître. Bon, ouais, mais remets ta sonnerie, peut-être que nos auditeurs entendront. Voilà, retente. Pas très radiophonique, tout ça. Retente. J'ai ouvert l'application Phone, on sait jamais, je me dis que ça peut peut-être aider. Ça sonne. Eh ben, ça marche plus. Que tu captes bien. Est-ce que tu captes? Ouais. Ah. Merveilleux. Voilà, la petite interface que Windows Phone, tu vois, qui s'est ouverte, bon, là, elle est partie. Appel manqué, Guillaume Deveau. Bon, c'est encore un peu buggé, comme vous avez pu le voir, c'est pas encore 100%. Mais ça progresse. Ça progresse, ouais. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a même une fonction qui n'a jamais été sur Windows Phone dans l'interface. Il y a le choix raccrocher sans envoyer sur le répondeur. Dans les choix du petit truc qui s'ouvre. D'accord. Alors c'est marrant, il y a quand même des choses qui avaient été... Comme quoi, Microsoft a quand même pensé pendant longtemps à ajouter des fonctionnalités mobiles sur le Windows complet, même si ça n'a jamais été apparemment... jamais été complètement. Et c'est encore là, hein, c'est encore prêt à être utilisé. Donc évidemment, là j'ai désactivé le mode tablette et je me retrouve bien sur mon bureau de façon purement Windows. Hein. Windows classique. Bah oui, ça marche. Même tout mon bordel sur mon bureau est synchronisé par OneDrive. Donc voilà. C'est magnifique. Parfaitement okay. Bon. Le gros souci, c'est la batterie, je dois dire. Parce que la batterie... Mais ça, on en reparlera plus avant, peut-être dans un épisode spécial Windows on ARM. Ça tient 3 heures, quoi, grand max. Ouais, mais la batterie de 950X, elle n'est pas magnifique. Allez, continuons. Cette fois-ci, on va parler de pense-bête, de post-it. C'est Sticky Note qui se met à jour avec quelques améliorations. Vous avez le support des différents thèmes. Alors, je sais pas si... Moi, je ne suis pas un grand utilisateur de Sticky Note. Je ne sais pas si vous, Cassim, ou toi, Florian, vous l'utilisez. Non, je suis je dis OneNote, moi, en fait. Bah, pareil. Moi, je l'utilise toujours, le Sticky Note. D'accord. Alors,
Tu nous diras ce que tu en penses parce que Sticky Note voit arriver la prise en charge des thèmes clairs et des thèmes foncés de Windows. Donc vous avez les couleurs qui changent au niveau des post-it qui sont affichés sur votre écran. Bon voilà, ça prend en charge l'insertion d'images dans les notes et puis vous avez la gestion des émoticônes. Voilà, c'est magnifique. Mais Sticky Note est mis à jour, donc si vous l'utilisez, tant mieux. Tu l'utilises pourquoi toi Florian? Parce que moi je vois vraiment pas pourquoi l'utiliser. En fait, pour moi, c'est pas la même utilité que OneNote. Par exemple, il y a quelqu'un que je connais, pour entrer chez elle, il faut un digicode à la porte, tu vois. Ouais. C'est le genre de truc que je mets dans une sticky note, moi. Comme ça, sur Android, tu l'as directement sur le Microsoft Launcher avec un swipe à gauche dans tes trucs. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est ou bien, par exemple, si j'ai vraiment un truc au boulot que je veux faire dans la journée, mais que c'est pas une heure précise, je me mets un sticky note que je vais garder pour la journée, que je vais fermer à la fin. D'accord. Tu vois. Par contre, OneNote, pour moi, c'est pour les choses qui sont plus longue durée. Si vraiment je prends des notes ou quelque chose comme ça, je vais utiliser OneNote, je vais pas utiliser Sticky Note pour quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'au final, pour moi, les photos, je pense pas que j'aurai l'occasion de mettre des photos dans Sticky Note parce que je m'en sers pas pour ça, je m'en sers vraiment pour des petits trucs très. Des petits pense-bêtes, vraiment le petit Ouais, pense-bêtes. en fait, c'est vraiment les pense-bêtes, hein, c'est les trucs que j'ouvrais 50 notepads avant, donc bon, c'est un peu plus. Un peu mieux. Un peu plus organisé. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Florian. Alors, on va continuer avec une information Windows 10. Je sais pas. À la sortie de Windows 10, je crois que Satya Nadella avait donné 3 ans pour que Windows 10 atteigne le milliard d'utilisateurs, non? C'était pas quelque chose comme ça, Cassim? C'était ça, je crois, oui. Ouais. C'était 3 ans, ouais. C'était 3 ans. Alors là, de mémoire, c'est sorti en juillet 2015. On est là au mois de mai 2019. Et Microsoft annonce que 825 millions de machines sont sous Windows 10. Ouais. Donc Microsoft n'a pas encore atteint ses objectifs, mais c'est quand même pas mal comme acceptation. Sachant que l'objectif à la base, il prenait en compte l'idée qu'on aurait un Windows sur mobile, sur smartphone. Et donc, on aurait probablement 100 ou 200 millions de smartphones, c'est pas grand-chose en soi à l'échelle du marché des smartphones mondial. Non, et donc, on aurait eu le milliard à temps. Là, c'est que des PC et des Xbox, en fait, finalement, et Surface Hub et HoloLens, mais bon, ça doit être très peu. Mais c'est surtout des Xbox et des PC sous Windows 10. Et bon, c'est un beau score, hein, quand même, 825 millions. Oui, c'est intéressant. Ça commence à être suffisant. On voit quand même que des acteurs comme Google se sentent obligés maintenant avec Chrome de correctement prendre en charge Windows 10, de rajouter les notifications, de rajouter le support du thème sombre. Des choses comme ça arrive parce que tout simplement parce qu'il y a suffisamment de gens qui sont sous Windows 10 plus que de personnes maintenant qui sont sous Windows 7 ou. Ça dépassait une masse critique qui fait que les éditeurs sont obligés d'en tenir réellement compte et d'adapter leur développement. Ouais. Ok, merci Cassim. Alors on va continuer cette fois-ci toujours en parlant de Windows 10, mais cette fois-ci c'est le Tuesday's Patch qui est sorti mardi dernier, qui pour Windows 10 apporte quoi? Alors une protection contre Reptoline. Oui, c'est un patch. Il y a eu Intel qui a été victime d'une nouvelle faille de sécurité sur ses puces, les puces Intel. Et donc là, c'est un correctif qui est associé, qui vient de Microsoft, hein, donc pour Windows 10, mais qui vient corriger, en fait, aider à corriger la faille. C'est encore c'est un dérivé de Spectre, la faille qui avait Meltdown et Spectre qui avait touché toutes les machines il y a un petit peu plus d'1 an, je crois, maintenant. Environ, ouais. Et donc, c'est un nouveau correctif, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, hein, mais c'est important, il faut rappeler que c'est important de mettre à jour les PC et qu'il faut garder à jour, même si c'est chiant parfois de redémarrer sa machine. Voilà. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'avec ça, avec Spectre, c'était la fin du monde, qu'on allait tous perdre 30% de performance et que tout était fini. Ouais, et finalement... Ouais. Bon, on a réussi à absorber, mais il y a vraiment les processeurs les plus puissants ont vraiment perdu en performance. Oui, mais la grande majorité des gens ne voient pas la différence au final. Oui. Ok. Et puis juste pour signaler là-dessus, les PC qui sont passés à la mise à jour de mai, donc pour les insiders en release preview, on a déjà des correctifs qui sont sortis et qui ont été ajoutés moi aujourd'hui là sur ma machine. J'ai eu le Tuesday's Patch de la nuit de mardi à mercredi et ce matin j'ai chopé une nouvelle mise à jour encore par rapport à ça. Donc je sais pas si vous avez eu ça, mais Florian, toi t'es peut-être pas encore... t'es déjà toi en version tellement en avance que... Non, mais mon PC boulot, je l'ai mis en release preview. Chut, faut pas le dire.
Donc bon, mais oui, donc je l'ai eu sur mon PC boulot aussi. Donc en fait, dès que Microsoft sort une version, même si elle est que dans un seul Ring Insider, il sort déjà des patchs USD. Je pense qu'ils testent leur système comme ça. À partir du moment, je veux dire, il y a déjà la 19.03, elle en a déjà eu 3. Pour ceux qui forçaient l'installation depuis 3 mois, ils en ont déjà eu un en avril, en mai. Ils font toujours des patchs USD dès qu'il y a une version qui est sortie, même si elle n'est pas encore déployée. Ouais, ce qui est plutôt bien. Alors par contre, si on parle toujours de ce Tuesday Patch pour Windows 7 et pour Windows 8.1, il y a quand même des écueils qui ont été rencontrés. Et il y a des machines soit qui n'arrivent pas à installer les mises à jour, soit qui sont plantées. Bon, c'est quand même dommage que Microsoft ait encore ces problèmes de stabilité de mise à jour. Voilà. Donc il y a des manières de contourner les problèmes d'installation quand c'est juste l'installation qui plante. Mais c'est plus embêtant quand c'est la machine qui plante suite à l'installation. Cassim, tu as des infos là-dessus ou pas du tout? Pas spécialement. J'ai vu aussi les personnes qui avaient des problèmes, mais pas plus que ça. Après, effectivement, faut suivre au moins Microsoft a le mérite maintenant d'être un peu plus clair sur la marche à suivre et ce qui peut éventuellement causer des problèmes et comment les corriger. Ouais. Ok. Et puis bon, pour parler de mise à jour, on va quand même finir avec une nouveauté qui est sortie aujourd'hui, je crois, Cassim, qui m'a quand même pas mal surpris. C'est que Windows XP voit encore des mises à jour arriver. Mais il y a encore des utilisateurs de Windows XP? Non, je fais l'innocent, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup. Bah, il y en a encore, quand même beaucoup moins qu'avant. Et enfin, maintenant, c'est vraiment plus du tout une masse critique. Enfin, finalement, c'est peanuts. Hein. Il y en a vraiment plus beaucoup, surtout des machines connectées à Internet. Je crois que c'est surtout en Chine où il en reste pas mal, il me semble. En tout cas, pendant longtemps, la Chine était assez fan de Windows XP. Donc oui, il y a Microsoft qui a lancé un patch pour Windows XP. Alors, officiellement, ça fait quand même depuis 2014 que Windows XP est plus pris en charge par Microsoft, donc ça fait 5 ans. C'est ça. Normalement, ils lancent pas des patchs. Il n'y a pas des patchs tous les mois pour Windows XP gratuitement, etc. Parce que Microsoft fait payer le support par les entreprises. Pour les entreprises qui vraiment veulent encore avoir, et ils font payer au prix fort, qui veulent encore ce support. Mais quand il y a vraiment un patch qui est assez important, quand il y a une faille plutôt qui est assez importante pour nécessiter un patch, des fois, ils trouvent que c'est justifié d'aller patcher Windows XP. En l'occurrence, c'est une nouvelle fois la faille WannaCry, pareil, qui avait eu lieu il y a peut-être 1 ou 2 ans maintenant, dont il y a eu une nouvelle variante en fait là, et quelque chose d'assez analogue en tout cas dans son fonctionnement. Et donc Microsoft est allé le patcher tout simplement parce que c'est une faille qui se répand de machine en machine. En fait, plus il y a de machines vulnérables, plus la faille est puissante en fait. D'accord. Et donc ils ont tout intérêt à corriger un maximum de machines, même des PC qui sont plus pris en charge officiellement. Donc il y a vraiment eu un patch qui concerne. Alors Windows 10 et Windows 8 sont par défaut sont déjà protégés contre cette faille. Mais par contre, ils ont patché Windows 7, Windows XP, Windows Server et compagnie. Vraiment, tout ce qui pouvait a été patché, quoi. C'est intéressant parce que je viens de comprendre pourquoi, là où je travaille maintenant, je me connecte régulièrement sur le serveur qui est sur un serveur 2008 R2. Et depuis 3 jours, à chaque fois que je me connecte en mode desktop dessus, il y a un message. Vous devez mettre à jour votre. Moi, je peux rien faire évidemment parce que j'ai juste une initiation utilisateur. Il y a un message Windows. Il y a une mise à jour Windows 8. Vous devez mettre à jour votre système. Alors, je pense que c'est ça en fait et ils ont été jusqu'à envoyer le message à chaque personne, même utilisateur qui se connecte sur le serveur. Donc, ils veulent vraiment envoyer l'info. J'ai l'impression. Il y a un problème. Il faut mettre à jour. C'est bien. Oui. Ok. On va continuer, on va quitter le système Windows de manière spécifique, on va passer au navigateur Edge qui voit encore quelques mises à jour arriver. Alors, pour la version développeur, alors vous vous rappelez, il y a 3 versions, la version Canary, vraiment avec toutes les fonctionnalités en avance, la version développeur et la version bêta, qui a fuité mais qui n'est toujours pas accessible, me semble-t-il. Alors, pour la version développeur, on a plusieurs choses qui arrivent. Alors, notamment le mode lecture, qui est activable dans les Edge //flags. Vous pouvez activer comme ça le mode lecture. Donc, vous savez, ça enlève tout ce qu'il y a autour de votre article quand vous lisez une page web. Et vous avez aussi la possibilité d'activer le mode traduction. Le mode traduction qu'on avait sur Edge normal en installant l'application traducteur. Donc, vous pouviez traduire une page de l'anglais au français. Enfin, vous choisissez vos langues. Et là, c'est activable directement à partir de Edge. Il n'y a plus besoin d'extension, ça se fait directement dans le navigateur. Pour l'instant, c'est encore une version non stable, donc il faut aller l'activer encore dans Edge //flags, et comme ça, vous pouvez l'activer si vous le souhaitez.
Et je crois que dans la version Canary, le mode lecture est actif par défaut. Par contre, la version la traduction est aussi activable de la même manière. Oui. Mais oui, Kassim. Je suis en version dev et là, ça y est, alors je sais pas depuis quand c'est, hein, mais j'ai la version dev et j'ai le mode lecture sans avoir touché, j'ai rien touché. D'accord. Parce que je l'ai, mais moi je l'ai touché il y a quelques jours, donc. Non, j'ai rien fait. Enfin, en tout cas, quand je vais sur Android, là, sur les articles, j'ai un mode lecture qui cache effectivement, qui simplifie la mise en page. Qui recentre sur le corps de l'article. J'ai découvert quelque chose à propos du mode lecture il y a quelques jours. J'étais sur un site derrière un paywall. Vous savez, vous avez le pop-up qui arrive qui dit qu'il faut payer pour lire l'article. J'ai vu sur mode lecture et pouf, j'ai eu l'article. Ah oui, c'est vrai, ça le faisait ça déjà, je crois. Ça dépend des sites, mais oui. Il y a certains sites qui sont pas très bien sécurisés parce qu'ils cherchent derrière l'article complet en fait. Donc bon, c'est un peu con, mais c'est marrant. Magie. Ok, ça marche, merci. Bon, pour rester dans le mode Edgeium, juste pour vous signaler que Google a légèrement copié la mise en page des paramètres de Edgeium. Il semblerait que ce soit une bonne mise en page, donc Google l'a repris. C'est pas mal quand on commence à voir cette guerre plutôt positive entre Google et son Chrome, et puis Microsoft et son Edgeium. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Kassim, de tout à fait, oui. Non, mais conflit. C'est forcément positif. Et moi, j'avais salué, je sais plus où, ici peut-être, Ici, je pense. effectivement, le menu paramètres, je le trouvais beaucoup plus clair que celui de Chrome. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle si dans Chrome, il arrive aussi. Alors, il est pour l'instant disponible que dans la version Canary de Chrome. Oui, bon, ça peut être un test de Google pour voir comment c'est reçu, hein, mais de toute façon, ça me semble être une bonne idée c'est une bonne façon d'architecturer les paramètres, je pense. Et ceux de Chrome actuel, en tout cas, étaient un peu compliqués à comprendre, je trouve, à naviguer. D'accord. Ok. C'est marrant parce que c'est quasiment identique. Je veux dire, on dirait que c'est juste un thème qui a été ajouté sur la version de Microsoft. C'est assez intéressant. Est-ce que Google a accès à ce que Microsoft développe et peut le reprendre directement? Ça dépend des modifications. D'accord. En fait, quand tu participes à un projet open source comme ça, et ils ont expliqué un peu la même chose pour le noyau Linux, il y a des modifications qu'ils apportent eux-mêmes pour leur version à eux, et après ils peuvent petit à petit les redéployer dans le code source du projet lui-même. À mon avis, il y aura certains trucs comme par exemple la compatibilité avec la 4K sur Netflix qui, à mon avis, arriveront dans le Chromium de base. Je pense qu'il y a peut-être potentiellement des fonctionnalités un peu comme ça qui peuvent, ou des optimisations de batterie et compagnie qui peuvent débarquer dans Chromium, quoi. D'accord. Donc ça peut être que positif normalement pour nous. De toute façon, c'est tout l'intérêt de Microsoft parce que qui dit, par exemple, s'ils optimisent la batterie de Chromium, automatiquement ils augmentent la batterie des PC puisque la majorité des gens utilisent Chrome. Donc ils ont tout intérêt. Et du coup, c'est des gens qui auront un meilleur avis sur Windows et qui seront moins tentés, par exemple, d'aller acheter un Mac ou des trucs comme ça. Donc, Microsoft a quelque part intérêt à chouchouter un peu, le projet Chromium, quoi, à mon avis. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Kassim. On va passer au monde mobile maintenant avec l'application Outlook pour Android. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait eu des mises à jour qui ont été proposées récemment. Alors, j'allais demander à Florian, mais il vient de quitter le chat. Non, il est revenu. Je me suis baissé. Voilà. Donc, non, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des mises à jour qui sont sorties. Donc, notamment avec un mode VIP, vous pouvez définir des contacts comme étant des personnes importantes. Et vous pouvez, grâce à ça, donc soit contacter uniquement des VIP ou bloquer, par exemple, avoir une sorte de mode de ne pas déranger, mais qui soit limité à toutes les personnes qui ne sont pas VIP. Vos contacts VIP vont pouvoir quand même continuer à vous contacter. Donc, ça fait un bon intermédiaire comme ça. Encore une fonction de Windows Phone qui arrive sur Android 10 ans après. Ouhou. Ah bah écoute, ça arrive. Voilà. Dans cette mise à jour, on a aussi quelques petites choses en plus. Par exemple, il y a des informations du contact qui arrivent, qui s'affichent à l'écran. Ça, c'est grâce à Microsoft Graph. Donc, on en a parlé déjà, je pense, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais c'est un outil qui permet de récupérer les données et aller les faire transiter entre les différents services. Et puis, un petit truc qui est pas mal quand même, c'est la possibilité de scanner une carte de visite et d'ajouter automatiquement un nouveau contact avec toutes les informations qui ont été scannées sur la carte de visite. Ça, c'est quand même pas mal, mais ça existait déjà dans OneNote, il me semble, il y a un petit moment, ou dans Office Lens plutôt. Voilà. Quel Outlook est mieux, franchement? Il y en a un qui a un beau thème dark et tout, et un qui est tout pourri. Attends, je te mets à l'écran. Alors là, il va falloir regarder la vidéo. Si vous nous écoutez à l'audio, passez sur YouTube.
C'est lequel, du coup? C'est celui qui a un beau thème dark et tout ça, j'imagine que c'est le Windows 10. Sur l'UWP sur Windows ARM. Ouais, non, mais évidemment. Non, mais c'est con, je comprends pas qu'ils ont toujours pas mis de thème dark sur Android. C'est assez étonnant. C'est la seule app qui manque, j'ai l'impression. Ok. Allez, on va continuer. Alors cette fois-ci, Florian, c'est une information qui est un petit peu pour toi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit on ne peut pas ne pas en parler pour Florian. C'est Bing Maps. Tu te rappelles de Bing Maps, le service de cartes de Microsoft? Oh, je crois que je m'en souviens vaguement. C'était quelque chose qui servait à se déplacer. Ouais. Mais d'ailleurs, tu l'as testé il n'y a pas longtemps, je crois, Oui, dans la ta semaine voiture. dernière. Voilà. Et bien Bing Maps, pardon, pas Big Mac, va vous proposer des suggestions de cartes, enfin des suggestions, pardon, sur la carte basées sur vos recherches récentes. Donc c'est une manière un petit peu de réutiliser un petit peu plus Bing Maps plutôt que Google Maps, par exemple. Le gros Oui. souci reste qu'il y a très peu de points d'intérêt sur Bing Maps par rapport à Google Maps. Lorsque j'ai testé donc la nouvelle version de Windows ARM sur mon 950, j'ai testé en voiture. J'ai voulu voir la différence en GPS entre donc Bing Maps, je dis comme toi maintenant. Ah bah tu vois, toi aussi. Entre Bing Maps sur le Lumia 950 Windows ARM et Google Maps sur mon Android. Et par exemple, je voulais passer par une pompe à essence sur mon trajet. Bing Maps a jamais trouvé la pompe à essence. Je tapais le nom, le machin, il n'a jamais trouvé. Alors tu vois, c'est le genre de truc, c'est très limitant par rapport à Google qui ont quand même des points d'intérêt, une base de données de points d'intérêt énorme. Tu trouves tout sur Google Maps. Et je pense que maintenant c'est assez rédhibitoire pour utiliser Bing Maps malheureusement. D'accord. Donc pour toi, c'est trop tard. Je pense pas que c'est forcément trop tard pour toujours, mais il va falloir, il y a du boulot avant que ce soit à nouveau au niveau. D'accord. Ok. Bon, tu vois quelque chose à rajouter, Cassim, là-dessus, ou on peut clôturer cette partie Microsoft et passer plutôt au jeu et à l'Xbox? Je pense qu'on peut clôturer cette partie. D'accord, alors clôturons et passons au jeu et à la Xbox. Alors, on a une nouvelle qui est sortie quand cet après-midi, ce soir, a priori une grosse news qui est sortie il y a quelques heures. Donc, Cassim, est-ce que tu pourrais nous parler d'un rapprochement entre deux géants du jeu vidéo, s'il te plaît? Ouais, c'est vraiment venu de nulle part. Enfin, pour le coup, je pense que personne s'y attendait. Il y a Sony et Microsoft qui ont annoncé leur partenariat dans le jeu vidéo. C'est fou, Sony... ça. Ouais, non, mais c'est fou. Sony à qui on doit donc la PlayStation, évidemment, et Microsoft qui a un gros pied dans le jeu vidéo avec la Xbox. Donc, en fait, plus précisément, si on comprend, je vais pas tout détailler le blabla du communiqué de presse, mais si on comprend bien, Sony, pour leur service de cloud gaming, qui s'appelle le PlayStation Now, ils vont utiliser Azure, en fait, à l'avenir, pour toute leur infrastructure. Et à l'inverse, donc ça c'est un peu Sony qui vient toquer chez Microsoft pour l'aider un peu dans le cloud. Et à l'inverse, Microsoft en fait pour leur service Azure AI, enfin intelligence artificielle, et notamment ce qu'ils font à mon avis avec, vous savez, le Kinect pour Azure, va aller chercher chez Sony leurs excellents capteurs photo, puisque c'est Sony qui a tout simplement les meilleurs capteurs du marché. Donc ils ont un partenariat aussi avec, c'est dit dans le communiqué qu'ils ont également un partenariat avec les capteurs d'image de Sony. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment sur le jeu vidéo. Et donc c'est quand même deux géants et vraiment ennemis pour le coup. Autant Microsoft qui s'associe avec Nintendo, quelque part ça suivait une certaine logique parce que ils sont pas concurrents frontal. Nintendo est plus dans le jeu mobile familial, alors que Microsoft a vraiment cette confrontation avec Sony sur les consoles haute performance. C'est clairement le même marché qu'ils visent tous les deux. C'est ça. Donc ils sont vraiment concurrents directs, quoi. Et donc là, ils s'associent en se tournant vers le cloud gaming. On sent un peu l'ombre de Amazon et Google qui plane. Tu m'étonnes. Donc, je pense que anciens qui veulent garder leur marché. C'est ça, puis qui sont probablement plus proches en termes de philosophie, et puis je pense qu'ils s'y connaissent mieux en jeu vidéo actuellement que Google et Amazon qui arrivent un peu en mode géant, un peu comme un Disney qui rachèterait à tour de bras. Voilà, ils arrivent un peu avec un point de vue extérieur, en tout cas, au marché, alors que maintenant, Sony et Microsoft, ils font figure d'acteurs historiques, quoi. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, c'était assez inattendu. Bon, après, concrètement, pour les joueurs, je pense pas qu'il y ait de grande signification pour le moment. Ça veut pas dire que les jeux Xbox vont débarquer sur PlayStation ou que les jeux PlayStation vont débarquer sur Xbox, je pense. Ouais. Mais c'est quand même un sacré pas, quand même.
Je pense que c'est plus une affaire de gros sous et qui ne concerne pas vraiment en premier lieu, hein, mais à mon avis, c'est quand même important. C'est un peu comme, je dirais, c'est un peu comme Apple qui va chercher les écrans Samsung pour l'iPhone, tu vois, c'est aller chercher quand même chez un concurrent. Ce qui fait de mieux ou presque. Bah ouais. Dans le même genre, Florian Apple a utilisé les services Microsoft, Bing, tout ça pendant très longtemps. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable de ce côté. C'est assez régulier que des gens qui sont en concurrence frontale sur un secteur, finalement, font des affaires quand même sur un autre parce que business is business, quoi. C'est ça. Oui, bien sûr. C'est sûr, mais là, en tout cas, ils avaient plutôt leur relation avait l'air assez froide ces dernières années, quoi, et donc là, ça a l'air d'aller mieux. Peut-être que par contre, ça ouvrira un jour la voie, justement, à des rapprochements. Est-ce qu'un jour le service de cloud gaming de Xbox sera disponible sur PlayStation? Je ne sais pas. Je n'y crois pas trop pour l'instant, mais bon, peut-être, pourquoi pas après tout. Est-ce que par contre, on pourra espérer un jour avoir du jeu cross-platform entre la Xbox et la PlayStation? Ça pourrait être sympa par contre. Sony, mais j'y crois peu aussi. Sony, ils y vont au ralenti. Ils y vont, hein, ils sont un peu obligés maintenant. Mais bon, ils y vont au ralenti, quoi. D'accord. Est-ce que, on en a déjà parlé, mais j'ai déjà un peu perdu le fil de ce côté. Entre le PC et la Xbox, c'est pas totalement cross-platform encore, parce qu'il y a les claviers et les manettes. J'imagine que ça fait peut-être la différence encore. Alors, c'est pas encore totalement cross-platform. C'est aux développeurs de choisir. En fait, ça dépend des jeux. Il y a des jeux, moi par exemple, Final Fantasy XIV, par exemple, il est 100% cross-platform parce que c'est des joueurs qui jouent contre l'environnement, contre des boss. Il n'y a pas de compétitif. Oui, d'accord. Pas vraiment, en tout cas. Et du coup, c'est PlayStation et PC qui jouent ensemble. Il n'y a pas de souci, c'est les mêmes serveurs. Je crois que Minecraft par exemple, est totalement cross-platform entre Xbox et PC sans souci. Parce que pareil, il n'y a pas trop de compétitif dans Minecraft. A priori, tu vas pas t'amuser à aller taper ton voisin. Non. Il y a des modes comme ça quand même. Il y a des modes Battle Royale. Mais donc, après, ça dépend. Voilà, il y a des. Oui, d'accord. Mais donc, de fait, si le PC et la Xbox forment une sorte de gros ensemble cross-platform de plus en plus à terme, peut-être que Sony va être obligé par l'inertie de joindre à force. Et ils y vont, oui. C'est pour ça qu'ils commencent à y aller, parce qu'avant, en fait, ils bloquaient complètement. Et ce qui a fait le Switch, en fait, c'est l'arrivée de la Switch et le fait que la Switch soit ultra populaire et justement soit cross-platform avec Xbox. Ça les a mis un peu dans le dos au mur, quoi. Et ils sont tout seuls. Oui. Maintenant, ils sont un peu obligés, même si ça a été un gros succès à PlayStation 4 et qu'ils sont assez forts. Ils sont obligés de s'y mettre. Après, pour l'instant, c'est en bêta. Alors, je sais pas ce qui est en bêta, mais ils annoncent que c'est en bêta, quoi. Je sais pas pourquoi il y aurait besoin de débugger. Bon, après c'est peut-être l'infrastructure de Sony qui est un peu en retard, mais ouais, c'est en bêta officiellement. Il y a quelques jeux qui le proposent. Je crois que Fortnite le propose. Il y a quelques jeux comme ça au compte-gouttes qui commencent à le proposer. D'accord, merci beaucoup Cassim. Allez, on va continuer avec une annonce. La semaine dernière, on vous a parlé de jeux qui arrivaient sur le Game Pass, donc ce Netflix du jeu vidéo de Microsoft. Bien, là, on vous annonce que 11 jeux vont quitter le Game Pass. Notamment, il y a Devil May Cry, qui est le seul jeu parmi les 11, moi, que je connais, qui me semble vraiment un jeu connu. Les autres, c'est des petits jeux, sûrement des petits jeux indépendants. Voilà, donc ils quittent le catalogue du Game Pass. Bon. Petite nouvelle, profitez-en parce que vous avez encore jusqu'à la fin du mois de mai pour profiter de ces jeux. Florian. Ça quand même. Ça arrive régulièrement que les jeux quittent. Je pense, vous voyez, je n'ai pas le Game Pass, je joue pas beaucoup, mais je pensais que le catalogue faisait qu'augmenter. Je ne savais pas qu'ils retiraient des jeux régulièrement. Non, ça arrive régulièrement qu'il y ait des petits jeux, qu'il y ait des jeux qui sortent. Je pense qu'il augmente plus vite. Je pense qu'il augmente plus vite qu'il diminue, et je pense que les jeux qui arrivent maintenant sont de meilleure qualité que ceux qui ont été ajoutés avant, ou qui partent en tout cas. Mais par contre, effectivement, c'est dommage quand même de faire partir des jeux. Après, bon, Netflix perd du contenu chaque mois aussi. Oui, et on a fini par s'y habituer. Je trouve ça quand même... moi, ça me saoule sur Netflix et ça me saoule autant sur le Game Pass, mais bon. Et je comprends aussi. Ça serait bien que ce soit des bibliothèques de sauvegarde un petit peu de ce qui existe. Ouais. Ça ait ce côté aussi un peu... comment dire presque. Bibliothèque, un petit peu... Oui. Précieux, voilà. Bon. Bref, donc consultez la liste, vous aurez bien sûr le lien sur le billet de l'émission. Sinon, une petite information, un petit rappel, Christophe était intéressé la semaine dernière, c'est le jeu de golf de Microsoft, pas de Microsoft, qui s'appelle, je ne sais plus comment, The Golf Club 2019, qui est gratuit si vous êtes en Xbox Live Gold, donc vous pouvez le télécharger depuis hier.
Voilà, tout simplement. C'est un jeu qui est à 49 €. Sinon, là, c'est l'occasion de l'avoir gratuitement pour essayer de jouer au golf sur sa console. Bien sûr, je sens que toi, Cassim, tu vas y jouer tout de suite dès qu'on a fini le podcast. Direct. Non. Poc. Voilà. Une news un peu plus sympa, c'est l'arrivée de nouveautés sur l'outil de la Game Bar. Vous savez ce que c'est la Game Bar, vous faites Windows G sur votre clavier, puis ça vous ouvre un menu dans lequel vous pouvez diffuser ce sur quoi vous jouez, ou ce que vous faites comme logiciel, le diffuser sur Beam ou Beamer, je ne sais plus. Beamer. Mixer. Beamer, c'était le nom bêta. D'accord, pardon. Sur Mixer. Donc, vous pouvez diffuser ce que vous faites sur votre écran sur Mixer. Vous pouvez enregistrer, enfin bref, vous pouvez faire des captures d'écran, plein de choses. Mais il y a des nouveautés qui sont arrivées, notamment l'ajout des groupes liés au jeu. Donc, vous allez pouvoir directement, grâce à la Game Bar, accéder à des groupes liés au jeu. Vous allez pouvoir accéder à vos contacts aussi. Donc, il y a plein de petites choses qui se rajoutent très rapidement sur la Game Bar. C'est vraiment un outil qui devient de plus en plus intéressant, que vous fassiez du jeu finalement, ou même pas du jeu, parce que vous voulez faire une capture d'écran, enregistrer un petit peu votre écran, ben vous utilisez la Game Bar, il n'y a pas besoin d'utiliser un logiciel différent, vous avez tout qui est inclus nativement avec votre Windows 10, donc ça peut être quand même pas mal sympa. C'est vrai, Cassim, toi tu l'avais utilisé pour des petites captures pour illustrer un article, il me semble. Oui, tout à fait, et ça se fait vraiment facilement, en tout cas, j'avais été assez bluffé de la simplicité d'utilisation, quoi. En tout cas, je trouvais ça vraiment bien fait. Voilà, et puis c'est donc de mieux en mieux, moi je trouve. Ce qui est... Cassim avait fait la remarque la semaine dernière, je crois, comme quoi... Non, il n'était pas là la semaine dernière. C'était il y a 15 jours. Est-ce que c'était toi qui a fait la remarque comme quoi c'était pas seulement pour le jeu, donc peut-être qu'il devrait ne pas l'appeler Game Bar. Quelqu'un a dit ça, je sais plus quand. En tout cas, c'est vrai que tu peux l'appeler depuis n'importe où maintenant, et donc ça pourrait devenir autre chose. Oui. Pour l'instant, ils préfèrent le garder dédié aux jeux vidéo, en tout cas, même si tu peux. Enfin, c'est vrai que même sur le bureau, tu peux l'appeler, quoi. Et c'est ça, parce que quand j'ai vu dans mes news Twitter, dans ma timeline Twitter, la Game Bar change de nom, je me suis dit, ah, ça y est, ils ont pensé que ça pouvait être plus qu'un outil pour le jeu. Et puis non, ça devient Xbox Game Bar. Bon, bah non, encore plus. Alors, je vais glisser mon petit truc parce que voilà, je suis un nerd du design et des interfaces. La nouvelle version utilise des nouvelles icônes, enfin, à toute une nouvelle façon de présenter l'ergonomie. Présenter les choses, de présenter avec des images très stylisées en néon un peu sur fond noir. C'est très stylisé et ça utilise un langage en termes graphiques qui est complètement différent de celui de Windows 8 ou de la Xbox actuelle, de Windows 10 pardon, ou de la Xbox actuelle. Et du coup, je me demande, c'est Jez Corden qui se demandait ça sur Twitter et je suis assez d'accord. Je me demande si ce sera l'iconographie qui sera utilisée sur la prochaine Xbox, qui sera présentée normalement dans un mois. La toute nouvelle génération de Xbox, et je trouvais le design assez plaisant, donc j'espère qu'ils vont aller dans cette direction. Moi, je suis d'accord, je trouve ça assez joli. Il est beaucoup plus éclaté d'ailleurs. Vous aurez, si vous regardez le podcast en vidéo, vous aurez des captures d'écran. Il est beaucoup plus éclaté sur l'écran, alors qu'avant on avait une grande colonne centrale qui présentait les différentes fonctionnalités. Cette fois-ci, vous avez des pôles qui sont affichés sur l'écran et je trouve ça vachement plus sympa. Bon, allez, on va refermer la Game Bar et puis on va passer à la dernière petite news. C'est un petit jeu de Bethesda qui a été annoncé qui s'appelle Rage 2. Donc vous incarnez un personnage qui doit sauver le monde. Il y a une guerre nucléaire, vous devez éliminer tous ceux qui sont à la surface, qui veulent empêcher les survivants souterrains de sortir. Voilà. Bon, c'est un petit jeu quand même qui semble... un petit jeu, ça doit être du AAA quand même, je suppose, Cassim. Mais n'étant pas... Oui, mais qui sort un peu dans l'anonymat. Enfin, c'est une sorte de... Enfin, c'est bizarre, quoi. Ouais. Ils ont pas... Enfin, ouais, c'est pas... C'est Bethesda mise beaucoup dessus, c'est ceux qui ont fait Doom et compagnie, qui font Doom, Wolfenstein, etc. Ils misent beaucoup dessus, mais ça n'a pas l'air d'être le jeu de l'année, quoi. D'accord, parce qu'il me semblait présenter de manière assez importante quand même dans les news. Oui, pour eux c'est un gros jeu, mais j'ai l'impression qu'il a pas l'air de décoller en termes de bruit, en fait. Les joueurs en parlent pas entre eux, etc. J'ai pas l'impression que ça décolle. Il fait pas le buzz. Non. Voilà. Ok. Bon, allez, donc c'est sur un jeu qui ne fait pas le buzz que l'on va citer. Dommage. Et dans un mois, c'est le 3. Oui, il y a le 3. Oui, c'est le mois. T'as les dates en tête, Cassim, de le 3? C'est début juin. Je peux l'avoir en 2 secondes. Peut-être que si je fais ça. C'est le 9 juin. 9 juin, d'accord. Précisément. Okay. Dans 3 semaines.
Dans 3 semaines. Donc on aura plus d'informations sur le jeu vidéo et peut-être sur cette nouvelle Xbox que l'on attend. Voilà. Alors, merci Cassim, merci Florian, merci à tous nos auditeurs, merci aussi à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires sur YouTube à propos d'une discussion sur le thème Dark. Florian, ça a beaucoup fait parler ce thème Dark, notamment au niveau de OneNote. Il y en a pas mal de gens qui nous ont fait des retours disant que ça leur évitait de se fatiguer les yeux parce qu'après une journée de boulot, notamment avec des machines qui éclairent beaucoup, ils trouvaient que le thème Dark était quand même beaucoup plus agréable à utiliser. Voilà, je pense que tu ne peux qu'être d'accord avec Florian. Voilà. Ok. Allez, merci à vous deux, merci à tous nos auditeurs, à nos spectateurs, et puis on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 153. Ciao tout le monde. Ciao.